La crainte des chars russes sur la place Maïdan. Merci beaucoup Dorothée Oliéric de nous avoir fait vivre toute la journée, cette première journée de guerre à Kiev, dans Kiev, alors que nous accueillons sur ce plateau Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Vous êtes écrivain, philosophe engagé. Vous êtes allé à Kiev sur cette place Maïdan à plusieurs reprises pendant la Révolution orange, mais aussi lors de l'annexion de la Crimée. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais d'abord Bernard Guetta, qu'est-ce que vous demandez ce soir? Vous êtes député européen. En ce moment, ça se passe à Bruxelles. Emmanuel Macron est à Bruxelles avec les dirigeants des 27 pour une réunion d'urgence de crise pour décider de nouvelles sanctions. Qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron ce soir? Si vous l'avez eu au téléphone, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je demanderai qu'on sorte, je l'espère, la Russie du système des échanges financiers. Je crois que Dominique de Villepin est d'accord avec moi. Je demanderai aussi, là je ne suis pas d'accord avec Dominique de Villepin, que nous armions la résistance ukrainienne, parce qu'on ne peut pas, on ne doit pas intervenir directement militairement dans ce pays. En revanche, laisser la résistance qui va se constituer, évidemment, à la fois militaire et civile, sans armes, non, ça, je pense, premièrement, que ce serait une faute morale, et deuxièmement, ce qui est encore plus grave, que ce serait une faute politique. Répondez, Dominique. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de soutenir la résistance ukrainienne. La question... L'armée, donc, qu'il faut l'armée. Précisons les choses, parce que nous sommes instruits par les événements du passé. Nous avons livré des armes considérables à la Libye qui sont aujourd'hui dans les mains des terroristes. Donc, livrer des armes à un gouvernement fragilisé et qui risque... À la résistance. Alors justement, là, c'est une autre question. Soutenir la résistance ukrainienne, soutenir une population qui va vivre l'occupation de l'armée russe, j'y suis absolument favorable. Je crois que c'est la bonne réponse. Mais comment sans armes ? Mais justement, veillons à ce que le choix d'approvisionnement en armes ne se fasse pas de telle façon à ce que ces stocks d'armes tombent du jour au lendemain dans la main des Russes. Alors on est d'accord. J'ajouterai deux espoirs. J'ajouterai qu'il faudrait que les 27 partenaires européens décident de communautariser les pertes économiques que les sanctions prises contre la Russie vont infliger à la France, à l'Allemagne, l'Italie, etc. Soyons solidaires, parce que nous allons souffrir. Comme on a communautarisé les dettes pendant le Covid, vous voulez communautariser les investissements plutôt que les dettes. Oui. Mais c'est important. Mais c'est aussi les dettes. Bon, d'accord. Mais communautariser, certainement, oui, ces effets-là. Et puis, encore un point, je crois que nous devrions absolument, nous, l'Union européenne, lancer un appel au peuple russe. Et lancer un appel au peuple russe pour lui dire « Mais écoutez, on ne vous veut que du bien ». Qui est aujourd'hui une menace pour la Russie? Qui menace la Russie? La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'OTAN? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas... C'est un point essentiel que de contrer la guerre hybride que mènent les Russes depuis des années, trop souvent sans réaction de la part des Européens et des Américains, mais face à la désinformation russe, face aux cyberattaques russes, nous devons mettre en place des dispositifs qui véritablement nous mettent en situation d'expliquer notre politique. Bernard-Henri Lévy, vous avez tweeté aujourd'hui, Roosevelt avait dit de l'attaque de Pearl Harbor que c'était un jour d'infamie. Aujourd'hui, les bombes qui s'abattent sur l'Ukraine sont un jour d'infamie. Vous faites le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui dans le cœur de l'Europe et ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor en 1941. Moi, pour l'instant, je vais vous dire, moi, je pense à la détresse des Ukrainiens. Je pense aux bombes qui tombent sur Kiev. Je pense à toutes ces femmes et à tous ces enfants épouvantés. Je pense à cet exode dont toutes les villes d'Ukraine sont le théâtre. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Les armes qu'on livrerait éventuellement, vous semblez d'accord là-dessus, à la résistance ukrainienne. Est-ce que vous pensez que la Russie, qui est la deuxième armée du monde, attend les misérables armes que nous n'avons pas encore livrées, que nous ne songeons pas à livrer pour s'en emparer et pour renforcer leurs arsenaux? Ça suffit, tout ça. J'entendais Marine Le Pen dire qu'il fallait privilégier la solution diplomatique. Il n'y a plus de solution diplomatique. Vladimir Poutine, malheureusement, est allé si loin dans la guerre, est allé si loin dans le piétinement de tous les idéaux de paix. Il a lancé cette guerre folle, sans raison, contre un peuple qui ne lui avait rien fait. Il n'y avait aucun motif de guerre.
Aujourd'hui, il y a une question, c'est comment on arrête Vladimir Poutine? Comment on arrête cette horreur qui est en train de se passer sur l'Ukraine? Et moi, j'ai une envie ce soir, Léa Salamé. Allez-y. Moi, je veux demander pardon à M. Navalny. J'ai envie de demander pardon à la mémoire, oui, l'opposant russe qui est aujourd'hui dans une sorte de néo-goulag, à la mémoire d'Anna Politkovskaya. Il y a des gens qui, depuis 20 ans, nous disent... Attendez, Bernard Olevi, je vais vous redonner la parole, mais le problème, je vous promets, je vous redonne la parole dans un instant, mais j'ai un problème de faisceau avec La Réunion, puisque c'est là où se trouve Jean-Luc Mélenchon. Et comme on continue notre tour et on donne la parole à tous les candidats à l'élection présidentielle ce soir, je voudrais qu'on entende également Jean-Luc Mélenchon. Navalny, ce soir, c'est plus important que Jean-Luc Mélenchon, qui jusqu'à hier disait qu'il fallait composer avec Poutine. Si vous le voulez bien, je vais donner la parole à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir, merci d'être en direct avec nous de La Réunion. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Marine Le Pen et que je poserai la même à tous les candidats ce soir. Si vous étiez ce soir président de la République en France, qu'est-ce que vous feriez ? J'afficherai des objectifs clairs et compréhensibles et je dirai quels moyens je me donne pour les atteindre. Car voyez-vous, c'est ce qui ne s'est pas fait depuis des mois et des mois. Depuis 2014, je fais partie de ceux qui alertent sur le fait que jamais les Russes n'accepteront que l'OTAN arrive à leurs frontières en Ukraine. J'ai dit sur tous les tons qu'ils réagiront, et c'est ce qu'ils viennent de faire. Et vous voyez que, alors que l'on a beaucoup gesticulé et poussé beaucoup de hauts cris, au moment où cette intervention militaire a lieu, qui bouleverse l'ordre de l'Europe, puisque pour la première fois depuis bien longtemps, ce n'est plus le rapport de force diplomatique, les discussions, les polémiques qui occupent le devant du terrain, mais l'épreuve de force pure et simple. Il y a donc un changement d'époque qui nous entraîne dans une direction où nous devons maîtriser ce que nous faisons. Alors que voulons-nous ? Premièrement, le cessez-le-feu. Deuxièmement, que l'on aille directement au but, c'est-à-dire en abordant les questions de sécurité qui sont en jeu mutuellement côté russe et côté européen, car nous aussi, Européens et spécialement Français, nous avons des choses à demander. Les Russes ne veulent pas de la présence de l'OTAN à leurs frontières. Peut-être peut-on faire comme proposition la démilitarisation ou la neutralisation de l'Ukraine, évidemment avec la condition de sa liberté absolue et de son par les accords d'Helsinki. Donc nous pouvons engager la discussion. Je finis en vous disant quelles seraient nos conditions aussi à nous, Français. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des missiles de portée intermédiaire entre 500 et 5000 kilomètres parce que cela fait de nous une cible. Et nous sommes en droit de dire aux Américains d'une part et aux Russes d'autre part que nous ne voulons pas que de telles armes soient déployées en Europe. Donc parler des choses concrètes et réalistes. Aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. Il y aura des sanctions économiques. Elles ne servent strictement à rien. La guerre d'Ukraine est d'ores et déjà perdue. Jean-Luc Mélenchon, sur ce plateau, ici, il y a 2 semaines, à la question « Qui est l'agresseur en ce moment en Ukraine ? Est-ce la Russie ou est-ce l'OTAN ?» Vous répondiez « C'est l'OTAN sans aucun doute ». Est-ce que vous le dites encore ce soir ? Ce soir, pour vous, l'agresseur, c'est l'OTAN, c'est pas Poutine ? Écoutez, je vois bien la tension polémique qui vous anime, mais je vous demande de réfléchir au fait que nous avons changé de situation. Si vous me demandez de détailler les causes qui nous ont conduits à cette situation, alors je vous dirai que le refus obstiné de discuter de cette question de la présence de l'OTAN à la porte de la Russie est la cause profonde du sentiment qu'a eu M. Poutine que nous nous apprêtions à l'agresser. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est sa décision d'intervenir militairement en Ukraine que nous ne pouvons pas accepter. Quelles que soient les causes, quelles que soient les raisons d'agir, nous ne pouvons pas accepter qu'il franchisse des frontières et que qui que ce soit franchisse une frontière. Je voudrais vous dire avec la plus grande solennité que la question des frontières est posée depuis bientôt 10 ans. Je ne cesse de le répéter. Et pas seulement à la frontière de la Russie, dans bien d'autres points de l'Europe. Et en ce moment même, en Bosnie, ça recommence. Par conséquent, nous avons intérêt à avoir une conférence lucide, franche et déterminée sur la sécurité des frontières en Europe. Et si j'étais le président de la République, c'est ce que je commencerais par faire. Organiser les conditions de la paix en acceptant de discuter avec ceux qui la mettent en cause. Mais à ce prix, il faut que la France soit non alignée, ni d'un côté ni de l'autre. Mais personne ne passe la frontière de personne. Vous connaissez l'émission, il y a 200 Français qui sont connectés et qui ont une question à vous poser directement. Il y a un des Français, si vous voulez bien y répondre. Oui, ils sont très nombreux à vous poser cette question et à se souvenir de ce que vous disiez il y a 2 semaines. Comme Michel, vous avez toujours soutenu Poutine.
continuerez-vous toujours à le soutenir? La question est posée brute de décoffrage comme ça. Permettez-moi de vous la reposer, M. Mélenchon. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je n'ai jamais soutenu M. Vladimir Poutine. Jamais. Je vous mets au défi de le prouver. Seulement, vous continuez quelque chose qui est extrêmement dangereux pour notre pays. Dès que quelqu'un s'oppose au raisonnement qui semble s'imposer, vous le traitez d'agent de l'ennemi. C'est une sottise sans nom. Le résultat, le voilà. Vous avez passé votre temps, les uns et les autres, à gesticuler, à faire état d'une menace, et quand la menace se réalise, vous êtes incapable de trouver le premier début de commencement d'une solution. Je n'ai jamais soutenu M. Poutine. Je ne soutiens jamais quelqu'un qui franchit une frontière. Et je le dis non pas par sympathie pour celui-ci ou pour celui-là, c'est parce que je ne me réfère qu'à l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France, c'est que les frontières soient respectées pour que nous puissions rester, nous aussi, souverains. C'est la raison pour laquelle je veux qu'on ne soit pas alignés. Et je ne crois pas que majoritairement les Français aient compris de ma position que je soutenais M. Poutine. Merci. Je crois qu'il a, le peuple français, de nombreuses raisons d'en vouloir à ceux qui les ont entraînés dans une aventure de cette nature. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir accepté de répondre en direct de La Réunion. On vous laisse poursuivre votre campagne. Merci d'avoir été en direct avec nous sur France 2. Un dernier mot, Laurent, une dernière réaction? Oui, parce qu'on a parlé tout à l'heure des livraisons d'armes et des sanctions ou de la riposte que la France pourrait actionner. Et donc on a tout simplement là aussi demandé aux téléspectateurs, selon vous, pour répondre à l'invasion russe, la France doit-elle 1. livrer des armes et imposer des sanctions, 2. uniquement des sanctions, 3. ne rien faire. Vous remarquez qu'il n'y a que 2 sur 10 qui disent qu'il ne faut rien faire. Dominique de Villepin, avant de vous laisser repartir, quel est le dernier mot que vous avez envie de dire ce soir, alors que la situation se tend, alors que les Français ont peur, et on l'a vu avec les mots qu'ils nous donnent ce soir, la manière dont ils ont réagi au tout début avec ce mur d'images et ces mots qui sont tous négatifs et qui sont tous angoissés. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir? Nous comprenons parfaitement ce sentiment aujourd'hui d'inquiétude, et je crois que nombre d'entre nous le partageons. Néanmoins, dans la direction des affaires d'un pays, et c'est aujourd'hui la charge qu'a Emmanuel Macron, il faut être capable de faire preuve d'un très grand sang-froid et de réfléchir sur les erreurs du passé, sur les leçons du passé, ce que nous a appris l'histoire. La solution à ce drame ne sera pas militaire. Nous devons être capables d'adopter la bonne stratégie. Jacques Chirac avait coutume de dire que face à un adversaire très déterminé, et c'est le cas de Vladimir Poutine, on ne fait pas de la boxe, on fait du judo. Ayons l'intelligence et la mémoire de nous souvenir que les interventions militaires ne donnent jamais les résultats espérés. Regardez Bernard-Henri Lévy, nous l'avons vu en Libye. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Nous l'avons vu, mais c'est l'histoire. Je pense que cela fait 20 ans... Je termine. Dominique Villepin. Je termine et je vous laisse terminer. L'histoire nous l'a appris en Libye, l'histoire nous l'a appris en Irak, l'histoire nous l'apprend en ce moment même en Libye, au Sahel, au Mali. Donc, la solution et la stratégie, c'est d'être assez intelligent pour mettre en défaut Vladimir Poutine, qui est aujourd'hui en train de s'étendre très au-delà des bases et très au-delà des moyens réels qui sont les siens. Que pourrait faire Vladimir Poutine avec une Ukraine effervescente, en rébellion face aux armées russes? Et donc c'est une stratégie qui ne peut pas tenir longtemps sans aller négocier. Sachons attendre le bon moment pour mettre sur la table la négociation qui doit se nouer et en tirer parti. On va écouter Bernard-Henri Lévy, qui, vous êtes en désaccord, mais ça fait 20 ans peut-être que vous êtes en désaccord sur ces questions-là. C'est une question de désaccord, Léa Salamé. Ça fait 20 ans que tous les présidents de la République française, sans exception, et tous les présidents des États-Unis jouent au judo avec Vladimir Poutine. Ça fait 20 ans qu'ils espèrent tous et qu'ils disent tous, mais je ne leur jette pas la pierre, avoir une relation privilégiée avec Vladimir Poutine. Ça fait 20 ans qu'on écoute Vladimir Poutine. Ça fait 20 ans qu'on recule devant Vladimir Poutine. Ça fait 20 ans qu'on lui propose des partenariats avec l'OTAN, avec le Conseil de l'Europe, avec toutes les institutions possibles dans lesquelles il peut être impliqué. Le résultat de ces 20 ans, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. 1. 2. Ça fait 20 ans, Dominique de Villepin, qu'il y a des femmes et des hommes, et vous m'avez interrompu tout à l'heure quand je les évoquais. Je vous redonne la parole. Oui. Navalny, Anna Politkovskaya, assassinée sauvagement au pied de son immeuble. Journaliste russe opposante à Qu'ils Poutine. nous disent, ça fait 20 ans qu'il y a
Boris Nemtsov devant le Kremlin, des femmes et des hommes qui nous disent que le régime de Poutine est bâti sur la guerre. C'est comme ça. La seule chose que sait faire Poutine, c'est faire la guerre. Il ne sait pas construire une économie. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, un PIB égal à celui de l'Espagne. Il ne sait pas mener une démocratie, il n'aime pas la démocratie. Il ne sait pas gérer des manifestants. À la minute même où nous parlons, il interdit les manifestations pacifistes à Moscou. Il y a une chose qu'il sait faire, c'est faire la guerre. La Russie moderne est construite sur la guerre. C'est ça la donnée dont il faut partir aujourd'hui. Et donc, jouer aux échecs, jouer au judo, réengager des diplomaties, des petits pas, ou se tenir à distance, comme le disait Jean-Luc Mélenchon à l'instant, ne pas prendre parti entre l'OTAN. Tout ça, c'est le passé, c'est les erreurs du passé, et j'espère que l'horreur de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine va nous permettre d'en sortir. Je vous remercie. Vous voulez répondre? Allez-y, mais ensuite on va donner la parole aux autres. Parce que... Bernard-Henri Lévy a raison de citer les opposants qu'il a cités au régime de Vladimir Poutine. Mais n'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyre qu'a connu le peuple irakien, le martyre, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Ce soir, on parle de l'Ukraine. Non, mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples, oui. Et ne l'oublions pas. Moi, je vous parle aujourd'hui de N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées, oui. Par des interventions militaires sans issue. Moi, je vous parle des souffrances qu'à cet instant même, l'armée de Poutine est en train d'infliger ne les aggravons pas, aux civils d'Ukraine. La réponse militaire les aggravera, conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine surenchérit sera toujours plus grande que la nôtre. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir. Tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance, vous le savez, il avance. Eh bien, la résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. Nous avons d'autres moyens de l'atteindre. Et je ne crois pas que la posture sur des plateaux de télévision soit la bonne réponse. Écoutez, je suis heureux de vous l'entendre dire parce que je vous vois là dans une posture qui ne me semble pas de nature à apaiser la situation. Messieurs, on ne vous réconciliera pas ce soir. Merci Dominique de Villepin d'avoir été avec nous ce soir. Pierre Servan, je vous donne la parole. Qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Beaucoup de choses un peu dans le désordre. D'abord, peut-être mettre sur la table un souvenir personnel. Dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique, j'ai eu l'occasion, puisque j'étais au Monde à l'époque avec Bernard Guetta, enfin Bernard Guetta m'accompagnait pas parce qu'il était correspondant, mais j'ai rencontré un certain nombre de nouveaux ministres, hongrois, polonais, pays-baltes. Ils disaient tous deux choses. Un, on veut rentrer dans l'Union européenne parce que c'est la famille dont on a été séparés. Deux, on veut rentrer dans l'OTAN pour nous protéger d'un retour de l'ours russe qui, dans son histoire impériale ou soviétique, s'est manifesté par des appétits grandissants. Tout ça pour dire que cette alliance atlantique, cette OTAN, dans ceux qui s'y trouvent, notamment les pays de l'Est, c'est purement défensif. Il y a absolument... Poutine agite ce fantasme qui est repris par certains, mais vous imaginez bien que personne au sein de l'OTAN, et surtout pas les pays qui ont été anciennement occupés, massacrés, terrorisés par les soviétiques, se disent « tiens, on va aller attaquer une puissance nucléaire qui, depuis ces années, n'arrête pas de renforcer son dispositif ». L'autre chose qui est très frappante chez Poutine, et qui malheureusement rappelle énormément l'Union soviétique, c'est le mensonge permanent. C'est le retournement des mots. C'est-à-dire que chaque fois qu'il prépare un mauvais coup ou un crime, il accuse la personne en face de le préparer. Donc, c'est ce qu'il fait quand il parle de dénazifier l'Ukraine ou de crimes, je dis pas de que génocide. De génocide, etc. Mais tout, je suis encerclé. Un pays de 17 millions de kilomètres carrés, 30 fois la France. La frontière commune entre la Russie, c'est sur les pays baltes avec Kaliningrad, il doit y avoir 10 kilomètres de frontière avec l'Ukraine. Donc je suis encerclé. Je suis menacé par des missiles. Ça fait des années qu'à Kaliningrad, donc, qui est une enclave territoriale qui est assez stratégique parce qu'elle est coincée entre la Lituanie et la Pologne, que Poutine y met des matériaux militaires considérables. Et dernier point, pendant la conférence de presse avec le président français, quand on parlait d'escalade, etc., au même moment, vous aviez des missiles à très longue portée, 2700 km, pouvant porter des têtes nucléaires ou conventionnelles, qui étaient portés à Kaliningrad. Donc, ils sortaient quelques centaines de soldats en Biélorussie et ils renforçaient ça. Donc, voilà le problème, c'est que le personnage de Poutine, c'est ça. Mais le problème, Pierre, attendez, excusez-moi. Il n'y a pas d'escalade. Il n'y a pas d'escalade. Le 17 décembre dernier, le Kremlin a émis 2 ultimatums à l'Ukraine et à l'Europe.
Et ce n'est pas une escalade. D'un seul coup, dans un ciel serein, il a menacé l'Europe de la transformer en théâtre de guerre, de la vitrifier, de vitrifier les 2 tiers des États-Unis et de nous ensevelir sous une pluie de missiles. Tout en se présentant comme la victime et l'encercler. Je crois que Bernard Guetta voulait justement rebondir. Non, messieurs, c'est moi Pardon, qui Léa, excusez-moi. Pardon, Pierre Servan. Non, et on continue, si vous le voulez bien. On accueille Étienne Lénart, le chef du service international de France Télévisions. Merci. Moi, non. Non, je vais vous donner la parole dans un instant, mais c'est à Éric Zemmour que je vais donner la parole dans un instant. Et Nicole Bacharan, qu'on accueille, historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Vous connaissez très bien la Russie. Je vous donne la parole dans un instant. Mais on continue notre tour des candidats à l'élection présidentielle, puisque je vous rappelle qu'on a 45 jours du premier tour. Après Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, nous sommes à présent en duplex avec Éric Zemmour. Éric Zemmour, je vous pose la même question que j'ai posée à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon. Vous seriez président ce soir. Qu'est-ce que vous feriez ? Écoutez, d'abord, je condamnerai et je condamne l'intervention militaire de Vladimir Poutine. Et je pense évidemment à toutes les victimes et à d'ailleurs nos ressortissants français en Ukraine. Mais on ne peut pas répondre à cette question sans voir un peu le passé. Et j'ai, dès le 14 février, souhaité qu'il y ait une grande conférence pour traiter enfin ce qui n'a pas été traité depuis des années, depuis la révolution de Maïdan en 2014, depuis l'extension de l'OTAN à l'est de l'Europe. On l'a dit sur votre plateau, les pays de l'Est ayant peur de la Russie se précipitent dans le giron américain, ce qui évidemment rend de plus en plus furieux la Russie. C'est un cercle vicieux quand il n'y a pas la confiance entre les différents pays. Donc moi, je propose depuis le début le fait qu'on doit absolument rassurer les Russes sur l'Ukraine, qui pour eux est un pays russe. C'est là qu'est née la Russie il y a très longtemps à Kiev, et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des armes nucléaires en Ukraine et qu'ils ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et en échange, la Russie aurait accepté l'intangibilité des frontières de l'Ukraine. Je pense que c'eût été un bon accord et que j'ai pensé que la plupart des responsables occidentaux pouvaient le porter, et en particulier la France. Malheureusement, personne n'a réussi à établir cette règle et ce grand accord européen. Éric Zemmour, vous disiez sur ce plateau, il y a 3 mois, vous étiez là pour la grande émission, le 9 décembre dernier, vous disiez « Je prends le risque, je prends le pari que la Russie n'envahira pas l'Ukraine ». Vous le disiez. Vous regrettez d'avoir pris ce pari, d'avoir dit cela ? Je ne regrette rien. Vous savez, beaucoup de gens ont été surpris par cette intervention, beaucoup d'observateurs. Les autorités françaises elles-mêmes disaient il y a encore quelques jours que la paix était devant nous, que la guerre était derrière nous. Donc manifestement, moi je pensais il y a 3 mois que les Français, les Allemands et les Américains seraient assez sages pour enfin traiter cette question pendante depuis 2014, pour qu'enfin les Ukrainiens respectent les accords de Minsk II, pour qu'enfin l'Ukraine soit, comme on dit, finlandisée. Vous savez, je ne suis pas le seul à dire cela. C'est une vieille idée, et de M. Kissinger, le grand conseiller des présidents américains depuis 40 ans, et même de M. Brzezinski, d'origine polonaise et ancien conseiller de tous les présidents démocrates américains, qui disaient tous les deux qu'il fallait que la Finlande que l'Ukraine acceptât un statut proche de celui de la Finlande jadis, pour permettre une confiance générale dans cette région. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas, et c'est pour ça que je croyais que ce serait le cas. Et dans ce cas-là, M. Poutine n'aurait pas eu besoin et l'hubris n'aurait pas été hubris pour attaquer l'Ukraine. Vous dites l'hubris de Vladimir Poutine. Pourtant, vous disiez encore il y a quelques années « Je rêve d'un Poutine français ». Est-ce que vous rêvez toujours ce soir, à l'aune de ce qui s'est passé en Ukraine, d'un Poutine français ? Ce que je voulais dire, c'est que Poutine était un véritable patriote, qu'il défendait son pays et qu'il avait relevé son pays après la catastrophe des années 90, où, je vous rappelle, les gens mouraient de faim, où les retraités ne pouvaient pas
toucher leur retraite et que la Russie était humiliée par les Américains et les Occidentaux par Bill Clinton. J'ai entendu Hubert Védrine expliquer fort bien cela. Et vous savez, quand on humilie un peuple, après, il ne faut pas s'étonner qu'il soit furieux et qu'il ait des réactions furibondes. Je pense que voilà en quoi je parlais d'hubris et voilà en quoi je parlais de Poutine français, dans le sens où je pense qu'il faut un président patriote à la tête de la République française, ce qui me paraît la moindre des choses. Merci beaucoup Éric Zemmour, merci d'avoir accepté de réagir ce soir en direct sur la situation et la guerre ce soir en Europe. Merci bien. Laurent, je me tourne vers vous, les réactions des 200 Français qui sont autour de nous. Les réactions et beaucoup de questions sur la stratégie et ce qui va se passer au plan militaire, avec un mot, un nom qui revient beaucoup, c'est le mot OTAN. Allons-nous déployer rapidement des troupes de l'OTAN aux frontières pour ne pas être surpris comme lors des deuxièmes guerres mondiales? Et puis il y a une autre question, tout simplement, à quoi sert l'OTAN aujourd'hui? Et des questions comme ça, j'en ai presque des dizaines depuis une heure. Alors, on va poser la question à Étienne Lénart qui nous a rejoint, qui est le chef du service international, qui bosse sur l'OTAN depuis des années et des années. À quoi sert l'OTAN? Moins que Pierre Servant. Moins que Pierre Servant. Enfin, vous êtes en compétition. Hein. Écoutez, le président de la République a dit il y a quelques années que l'OTAN était en état de mort cérébrale. On constate aujourd'hui, à la faveur de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, que l'OTAN est en train de retrouver de la vigueur, que les pays qui la composent, une trentaine de pays qui la composent autour des États-Unis, sont en train d'essayer de trouver des solutions. La difficulté, bien évidemment, c'est que l'OTAN a du mal à peut-être accepter aussi rapidement que certains pays le souhaitent de les intégrer. Vous savez que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN s'est inscrit dans la constitution ukrainienne. Ces pays-là tapent à la porte de façon vigoureuse. On leur a dit non. On leur a dit non. Notamment la France et l'Allemagne. On leur a dit non pour l'instant. On a dit non à la Géorgie pour des raisons bien évidemment politiques. Et donc, il y a une sorte de tentation d'un côté de pouvoir se retrouver sous le parapluie, notamment américain, pour se protéger, et bien évidemment de la part des pays occidentaux, la tentation de maintenir des équilibres qui sont fragiles, et on le voit encore dans cette région. Laurent Guimier. Je vous pose la question parce qu'elles sont très précises. Allons-nous déployer des troupes de l'OTAN pour conjurer l'avancée russe? Parce que des questions aussi sur la Pologne, les Pays-Baltes, enfin, on est dans cet état de questionnement et d'angoisse. Il faut expliquer aux Français, effectivement, que les autres républiques de l'ex-URSS, l'Union européenne et sont dans l'OTAN, ont peur, que la Pologne a peur également. Nicole Bacharan, je vous donne la parole pour répondre à notre Français. La réponse est dans le discours de Joe Biden ce soir. Il va déployer, en accord avec les Européens, des troupes de l'OTAN supplémentaires à l'intérieur des frontières de l'OTAN. Donc à l'intérieur des Pays-Baltes, à l'intérieur de la Pologne, de la Slovaquie, de toute la frontière est de l'OTAN. Donc il va y avoir des hommes qui vont être envoyés à la frontière, mais pas en Ukraine. Exactement. Il l'a précisé. Exactement. Pas de soldats américains sur le sol ukrainien. C'est assez frappant que depuis le début de cette crise, et ce soir, alors que les bombes tombent en Ukraine et qu'il y a des réfugiés jetés sur les routes et que les gens meurent et qu'on entend qu'il faudrait rassurer les Russes, enfin on entend quand même des choses assez extraordinaires. Joe Biden lui-même a jugé bon de préciser qu'en aucun cas il n'enverrait de troupes en Ukraine. Je ne dis pas qu'il faille le faire, la décision elle est dramatique à prendre, mais garantir qu'il n'y en aura pas, ça veut dire à Vladimir Poutine, bon vous allez avoir des sanctions très dures, ça va faire très mal, mais dépêchez-vous et on ne se mettra pas en travers de votre chemin. Bernard-Henri Lévy pouvait-il dire autre chose, Joe Biden, à l'aune de ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, à l'aune de ces échecs, de ces interventions américaines? Peut-il ce soir aller à la télévision et dire aux Américains « je vais envoyer des soldats en Ukraine » ? Sûrement pas, mais en tout cas, en effet, après le désastre afghan, après le désastre syrien, après cette reculade générale des États-Unis, on pourrait imaginer que l'Amérique se réveille. On pourrait imaginer que la démocratie américaine tende la main à ces femmes et à ces hommes qui reçoivent des bombes sur la tête depuis cette nuit à 4 heures du matin. On pourrait imaginer ça. Ce qui est terrible, Léa Salamé, parce que là, tout de même... Vous avez une mission de service public. On ne peut pas laisser sans répondre ce qui a été dit tout à l'heure. Vous parlez de qui? Éric Zemmour. Les armes nucléaires et l'Ukraine. Il faudrait quand même lui rappeler à ce monsieur
que ça fait des années que l'Ukraine a renoncé à son armement nucléaire et qu'en échange de ce renoncement, les États-Unis et la Russie ont garanti sa sécurité. 1. 2. Rassurer la Russie. Mais attendez, on marche sur la tête. Aujourd'hui, il me semble, le minimum de compassion et d'humanité voudrait qu'on rassure les Ukrainiens, pas ce fou qui est à la tête de la Russie et qui a déclenché cette opération folle. Voilà, c'est ça la réalité. Vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas l'argument d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon de ces dernières semaines, qui est de dire il faut comprendre Poutine, qui dit qu'il est encerclé par l'OTAN et qu'il craint pour sa sécurité. C'est un argument débile. Encerclement, ça veut dire quelque chose. C'est faux. C'est un argument stupide. C'est un argument stupide. L'OTAN n'a d'aucune manière, ni dans ses statuts, ni dans sa pratique, la moindre intention d'agresser la Russie. Encore une fois, depuis la chute du mur de Berlin, par parenthèse d'ailleurs, j'entendais également l'un des candidats tout à l'heure parler de la catastrophe qu'a été la chute du mur de Berlin pour le peuple russe. Mais attendez, ça a été une libération. Là encore, il faut quand même se remettre les idées à l'endroit. La chute du communisme a été une libération pour le peuple russe. Il n'y a que Poutine et ses affidés qui pensent que ça a été une catastrophe. Nicole Bacharan, Bernard Guetta, et puis on part aux États-Unis, à Washington, retrouver Loïc Delabordère. Si on veut comprendre Vladimir Poutine, effectivement, il ne faut pas entretenir la légende d'une menace de l'OTAN, alors qu'il est hors de question pour l'OTAN, il a toujours été de s'attaquer à la Russie. La question fondamentale, c'est celle de la démocratie. Et je pense que s'il faut se pencher sur la psychologie de Vladimir Poutine, il faut comprendre que c'est un homme qui a peur. Il a peur de la démocratie, il n'a pas peur de l'Ukraine, il n'a pas peur du système défensif en Roumanie ou en Pologne. Il a peur de la démocratie. Ce qu'il ne veut pas, c'est une Ukraine démocratique, peut-être arrimée à l'Union européenne, avec une économie qui décolle, parce que c'est incompatible. Et la question que je me pose ce soir, c'est quand je pense, hélas, je dois le dire, aux années 30, où Franklin Roosevelt, bien avant Pearl Harbor, savait que la guerre était inévitable, parce qu'il savait que les démocraties ne pourraient pas cohabiter avec le régime nazi. Aujourd'hui, est-ce que les démocraties peuvent cohabiter avec les régimes autocratiques qui prennent des virages aussi agressifs? Quelle est votre réponse? Parce que la Chine, qui a une réaction, disons, semi-modérée, s'est quand même engagée dès aujourd'hui à acheter tout le blé russe pour essayer de compenser justement la partie perdue du commerce. Donc c'est celle-là la question. Et nos démocraties, est-ce qu'elles sont assez solides de l'intérieur, sachant que si Vladimir Poutine, et Pierre le rappelait tout à l'heure, ne va certainement pas bombarder Paris, il fait son possible pour déstabiliser la démocratie en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Bernard Guetta, je vous promets que je vous donne la parole une dernière fois, mais d'abord, vous ne croyez pas, mais croyez-moi, on va d'abord aller retrouver Loïc Delabordère qui nous attend. Vous êtes en direct de Washington, le président Joe Biden s'est exprimé tout à l'heure. Il a annoncé de nouvelles sanctions, des sanctions dévastatrices, dit-il, contre le régime russe. Oui, Léa, on a vraiment senti une grande colère froide chez Joe Biden. Alors c'est vrai, il n'a pas été jusqu'à dégoupiller l'arme nucléaire financière de SWIFT, c'est-à-dire de couper la Russie du système bancaire international. Il a dit que les sanctions étaient encore plus sévères, encore plus efficaces. Imaginez 1400 milliards de dollars d'avoirs russes qui ont été gelés ici aux États-Unis. C'est absolument colossal. Il va aussi y avoir impossibilité de commercer avec la Russie en dollars, en euros, en yens, en livres sterling, et puis aussi des restrictions d'exportation sur des matériels technologiques, ce qui va durablement pénaliser notamment l'industrie aéronautique et spatiale russe. On a senti aussi Joe Biden très martial. Alors c'est vrai, il a rassuré, c'était un discours à l'adresse de la nation américaine, il a rassuré les Américains, il n'y aura pas de soldats américains sur le sol ukrainien pour se battre face aux Russes, mais il a quand même été très martial en disant à Vladimir Poutine, s'il y a une once, juste 1 centimètre de terrain, de territoire de l'OTAN qui est attaqué, et bien dans ce cas-là, l'armée américaine répondra avec toute sa puissance. Quand on sait que l'armée américaine, c'est 10 fois, je dis bien 10 fois le budget de l'armée russe, c'est quand même très important. Mais pour finir, on a quand même senti aussi une inquiétude. Il y a une inquiétude ici dans les milieux notamment diplomatiques et politiques et même militaires ici à Washington. Tout à l'heure, Laurent Guimier évoquait ce mot inquiétude chez nos téléspectateurs. Il est là aussi aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que même s'il n'y a pas d'Américains sur le sol ukrainien,
vous savez, qui sont déployés dans les pays frontaliers de l'Ukraine, des pays membres de l'OTAN, comme la Pologne ou la Roumanie. Que se passera-t-il s'il y a, par exemple, une erreur de frappe russe? Que se passera-t-il s'il y a un accrochage entre des avions de l'OTAN ou des avions américains et des avions russes qui patrouillent à la frontière? C'est comme ça que des étincelles déclenchent d'autres guerres ou d'autres conflits de plus grande ampleur. Tout cela entre deux puissances nucléaires, même si les États-Unis sont militairement bien plus puissants que les Russes. Vous voyez bien toutes les tensions et tous les dommages qu'il y a dans ce genre de situation à très haut risque. Loïc, encore une petite question. Ça fait 3 mois que Joe Biden alerte ses alliés européens sur ce que va faire Vladimir Poutine et 3 mois qu'on le traite d'alarmiste ou de jeter de l'huile sur le feu finalement. Et on le voit depuis ce matin, 4 heures du matin. Eh bien, il avait raison puisque Vladimir Poutine a mis à exécution ces menaces. Que disent les services de renseignement américains aujourd'hui sur ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Qu'est-ce qui remonte? Vous avez raison, Léa. En tout cas, les Russes ont crié à l'hystérie américaine. Certains candidats à la présidentielle en France également. Force est de reconnaître qu'en tout cas, les services de renseignement américains, la CIA en tête, avaient vu tout juste. Ils avaient quasiment prédit au jour près la date de l'invasion par la Russie en Ukraine. Alors, aujourd'hui, ces derniers jours en tout cas, la CIA notamment a donné 2 autres révélations, 2 autres renseignements des services de renseignement américains. Le premier, c'est qu'aujourd'hui encore, le Pentagone dit qu'ils sont à peu près persuadés que la Russie veut bien aller jusqu'à Kiev, c'est-à-dire renverser le gouvernement ukrainien légitimement élu pour y installer un régime pro-russe ou un gouvernement fantoche à la solde de Moscou. Autre renseignement américain collecté notamment par la CIA, les forces russes, certains bataillons, certaines unités russes en tout cas, auraient en leur possession des kill lists, c'est-à-dire littéralement des listes de personnalités à abattre ou à emprisonner. On parle là de militants politiques, de militants des droits de l'homme, d'hommes ou de femmes politiques, d'opposants politiques à la Russie en Ukraine qui seraient emprisonnés. Et quand on connaît effectivement le passif de la Russie en matière de faire taire justement tous ses opposants, ça fait effectivement froid dans le dos et ça peut accréditer cette idée que la Russie veut complètement prendre le contrôle de toute l'Ukraine et installer à la tête de l'Ukraine un gouvernement pro-russe. Merci beaucoup Loïc Delamornay en direct de Washington. Merci de suivre avec nous heure par heure ce qui se passe à la Maison-Blanche en ce moment même. Merci Loïc. Je vous ai promis de vous donner la parole une dernière fois, Bernard Guetta. Qu'est-ce que vous voulez dire ce soir? Je crois en effet que quand M. Poutine dit qu'il veut dénazifier, c'est son mot, dénazifier l'Ukraine, il veut tout simplement renverser le gouvernement en place, c'est-à-dire des nazis. Pour lui, le président, les ministres sont des nazis, et mettre ces petits pétins à la place à Kiev. Cela étant, qu'est-ce qui va se passer? Regardons ce qui se passe en ce moment même à Moscou. Je voudrais vous parler d'un homme qui s'appelle Muratov, qui est le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, le seul journal qui reste aujourd'hui à peu près libre. Et ce rédacteur en chef vient d'obtenir le prix Nobel il y a quelques mois. Eh bien, il vient d'annoncer que le prochain numéro de son journal serait bilingue, en russe et en ukrainien. Et il a dit, nous publierons notre journal en ukrainien parce que pour nous, l'ukrainien ne peut pas être la langue d'ennemis. Les Ukrainiens ne sont pas nos ennemis. Et les services américains, en même temps, parallèlement, depuis 2 jours, notent qu'il y a du flottement à la tête des services de sécurité et même à l'état-major russe. J'ai eu, moi aussi, ce sentiment en voyant à la télévision, comme vous, Pierre, et comme bien d'autres, la réunion du Conseil de sécurité russe sous la férule de M. Poutine. Il y a eu des moments où on sentait bien que ça ne suivait pas. Alors moi, je vais vous dire... Il a humilié un des chefs de son renseignement. Il a humilié, on sentait bien que ça ne suivait pas. Alors moi, je vais vous dire, à mes yeux, M. Poutine est beaucoup plus proche de la porte que de l'augmentation. Le malheur, c'est qu'avant... Prenez des risques avec les paris, Éric Zemmour a parié. Mais c'est pas un pari, je vous ai dit, c'est pas un pari. Je vous dis beaucoup plus proche de la... etc. Le malheur, c'est qu'avant de prendre la porte, ou d'être passé par la porte, il va semer le malheur, il va semer le chaos, il va semer la mort, il va semer la destruction. Cet homme est un danger publiquement effroyable, absolument menaçant, et je pense aussi qu'il faut le contrer, mais que pour ça, il faut, je vais employer un mot anglais, oversmart.
oversmart, c'est-à-dire être plus intelligent que lui, le contourner par l'intelligence. Et là, Dominique de Villepin avait tout à fait raison, je crois. Merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie d'être oversmart. La question de Francis, 66 ans, qui habite dans les Deux-Sèvres, qui est juste derrière nous, à l'écran. Faut-il craindre une cyberattaque ? Alors, Pierre Savant, vous dites oui, vous tous. Pierre Savant, spécialiste militaire. Sur la France oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On peut le craindre. Ça fait partie vraiment du mode opératoire des Russes. Des cyberattaques, des pénétrations dans la campagne électorale. Vous vous rappelez qu'en 2017, le président Macron avait accusé Vladimir Poutine et les services russes d'avoir hacké, d'avoir pénétré les équipes de campagne et d'avoir lâché dans la nature un certain nombre de messages. Oui, ça fait tout à fait partie du jeu et ça fait partie notamment du rôle des mercenaires de Wagner qui ont cet outil de cyberattaque, de déstabilisation, de guerre informationnelle. Il va y avoir ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines en France, en pleine campagne présidentielle. Écoutez, je ne suis vraiment pas dans les papiers de Poutine, mais ce que je veux dire par là, c'est que Poutine voit large. 50 nuances de guerre. Dans les nuances de guerre, il y a tous ces éléments-là qu'on appelle guerre hybride aujourd'hui qui sont immatériels. Et juste un point, je pense qu'au Mali, les militaires français qui ont une manœuvre assez compliquée pour se retirer du Mali sur 6-8 mois vont connaître des cyberattaques, des attaques physiques montées par les services russes et montées par les mercenaires de Wagner. Quatrième candidate à l'élection présidentielle que nous retrouvons en direct après Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. C'est Valérie Pécresse avec qui nous sommes en direct. Merci d'avoir accepté notre invitation. Valérie Pécresse, même question qu'à tous les autres. Si vous étiez présidente de la République ce soir, qu'est-ce que vous feriez ? Eh bien, d'abord, j'assurerai le peuple ukrainien de mon entier soutien. De mon entier soutien, ça veut dire je répondrai à leurs demandes d'aide humanitaire, à leur demande de capacité défensive. Et puis par ailleurs, je réunirai le Conseil européen pour pouvoir travailler sur les défis que nous pose cette guerre en Ukraine. Parce que cette guerre en Ukraine, elle met au défi l'Europe. Elle met au défi l'Europe de mettre en place des sanctions véritablement dissuasives et ciblées personnellement contre l'entourage de M. Poutine. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est M. Poutine qui est complètement à l'origine de cette décision. Les sanctions qui doivent être prises contre la Russie doivent être prises évidemment contre les intérêts financiers russes, mais aussi ciblées contre les proches de M. Poutine. Et puis enfin, sur les défis... Pardonnez-moi, faut-il aider militairement également ? Pardon, allez-y. Faut-il aider militairement l'Ukraine ? Faut-il leur envoyer des armes ? Je ne crois pas qu'il faille envoyer des troupes. Je crois qu'en revanche, si l'Ukraine nous demande des capacités défensives supplémentaires, il faut leur donner ces capacités défensives supplémentaires. Dernière question, Valérie Pécresse. Vous parlez russe. Vous avez été en stage, je crois, en Russie quand vous étiez étudiante. Comprenez-vous aujourd'hui la psychologie de Vladimir Poutine ? Voyez-vous dans Vladimir Poutine ce que le secrétaire d'État Clément Beaune disait, une dérive paranoïaque ? Et dites-vous, comme Boris Johnson ce soir, qualifiez-vous Vladimir Poutine ce soir de dictateur ? Oui, j'ai travaillé à l'ambassade de France à Moscou. Et effectivement, je vois une dérive chez Vladimir Poutine. Il se comporte aujourd'hui en dictateur, il se comporte aujourd'hui en chef d'État qui déchire les traités internationaux, qui est dans le règne de sa seule volonté, qui ne respecte aucune instance de dialogue et aucune règle. Donc c'est pour cela que je crois qu'il va falloir prendre des réponses européennes coordonnées et ciblées. Et une dernière question, si vous le voulez bien, c'est un des Français qui est autour de la table qui vous la pose par la voix de Laurent Guimier. Oui, Madame Pécresse, tout simplement une question d'Emma qui a 20 ans. Quel soutien apporter aux réfugiés ukrainiens qui sont en France ou qui vont arriver en France ? Alors c'est l'urgence humanitaire qui doit se déployer. Elle doit se déployer parce que nous allons avoir des personnes déplacées, des dizaines de milliers de personnes déplacées dans les jours qui viennent sur le sol ukrainien. Et puis nous allons avoir aussi des réfugiés qui vont venir demander l'asile en France. Nous aurons aussi nos ressortissants, nos compatriotes qui vont revenir. Donc il faut évidemment mettre en place une cellule d'accueil dédiée au Quai d'Orsay. Il faut mettre en place des mesures d'accueil humanitaire
pour ses ressortissants. Merci beaucoup Valérie Pécresse, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir comme les autres candidats à réagir à chaud sur cette guerre donc, qui a éclaté au cœur de l'Europe. Il est 22h06. Laurent, je vous repasse la parole. Justement, sur les réfugiés, on a étendu la question après celle d'Emma. On a tout simplement demandé à nos téléspectateurs, selon vous, la France doit-elle participer à l'accueil des réfugiés ukrainiens? Vous voyez qu'une écrasante majorité de nos 200 téléspectateurs considèrent qu'il faut accueillir les réfugiés ukrainiens. Ce qui est sûr, c'est que ça va être une nouvelle question dans cette campagne présidentielle à 45 jours du premier tour. Merci Nathalie Sarcruc d'avoir tout écouté calmement et doctement. Mais maintenant, il va falloir parler, Nathalie, et nous expliquer si ce qui se passe depuis ce matin, 4 heures du matin, à Kiev et dans toute l'Ukraine, ça aura un impact sur la campagne présidentielle en France. Alors évidemment, mais je ne vais pas vous tirer vers le bas en vous parlant de politique politicienne. On voit très nettement qu'il y a deux blocs. On a le bloc, on a entendu, avec Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, qui sont des gens qui se disent « Oh là là, on a passé notre temps à dire Poutine, l'OTAN, c'est la même chose, on est équidistant, voire à faire les yeux doux à Vladimir Poutine », et qui se disent « Mon Dieu, c'est un piège, vu les réactions de l'opinion française avec ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils entendent, c'est totalement contre-productif. » Donc il y a ce premier bloc. Il y a le second bloc, c'est Emmanuel Macron, chef de l'État, qui peut évidemment bénéficier de cette situation, même si c'est un peu vulgaire de dire ça. Effectivement, on peut dire qu'il a bougé trop sans obtenir beaucoup. On peut dire qu'il a été naïf. On peut dire qu'il s'est agité, qu'il a téléphoné à Zelensky, qu'il a communiqué. On a vu des photos de lui avec une barbe de 3 jours. Mais sa position, c'est de dire également, eh ben, si je ne l'avais pas fait, on m'aurait dit que j'aurais dû le faire. Et voilà, ça aurait été contre-productif. Et puis, il y a Valérie Pécresse, ou la gauche, qu'on va entendre tout à l'heure, ou les Verts, qui disent, eh bien, voilà, franchement, Vladimir Poutine, c'est lui qui a envahi. Toutes ces thèses de dénazification, toutes ces thèses de dire qu'ils ont été obligés parce qu'ils étaient visés, ça ne tient pas debout. Il faut être solidaire avec les Ukrainiens, il faut être solidaire, il faut se regrouper, éventuellement avoir une défense européenne qui est une forme de chimère, mais on l'a entendu chez Valérie Pécresse, de manière à pouvoir construire quelque chose. Et je me tais. Non, parce que j'ai une autre question. Non, mais je veux finir. Ah, pardon. La seule chose que j'ai trouvée très notable tout à l'heure aussi, en plus dans le vocabulaire de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, c'est de dire ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de la France. C'est l'intérêt de la France, c'est de voir si ça va peser sur le pouvoir d'achat. Oui, on sait que ça va peser sur le pouvoir d'achat. Oui, on sait que ça va peser sur le prix du blé, sur le prix de l'énergie, que ça va reposer le problème de l'autonomie ou non via le nucléaire, de manière à ne pas être pieds et poings liés face à Vladimir Poutine. Donc, ce qui inquiète l'Élysée aussi, et c'est pour ça qu'il y aura probablement de la pédagogie à faire dans les premières, probablement dès ce week-end sur l'économie, c'est de dire avoir la paix, oui, mais à quel prix? Et quelquefois, avoir la paix, ça justifie qu'il y ait des choses qui soient problématiques et on ne peut pas se coucher ce qu'on appelle l'esprit munichois. On va en parler dans un instant avec Dominique Seux, qui est journaliste aux Échos et à France Inter et qui est journaliste économique, qui va nous dire quels vont être les impacts sur notre pouvoir d'achat, parce que oui, il va y en avoir. Dernière question, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours au Parlement ? Alors, il va se passer des choses qui peuvent sembler plus théâtrales que réelles, mais quand même qui sont nécessaires, parce que vous savez, tous autour de cette table, qu'on a toujours accusé Emmanuel Macron d'avoir une conception verticale de l'exercice du pouvoir, c'est en gros de décider tout et d'attendre que la Chambre soit tenue au courant. Dans l'immédiat, Union nationale, il s'est exprimé aujourd'hui en disant qu'il voulait que tout le monde soit autour de lui. C'est bien logique dans une période de guerre, donc demain, il voit Nicolas Sarkozy et François Hollande, de manière à les consulter. C'est peut-être cosmétique, mais c'est sans doute nécessaire de voir les deux anciens présidents qui ont eu à connaître Vladimir Poutine dans sa splendeur. Deuxièmement, demain, il y aura une procédure qui est à l'Assemblée, qui se produit en raison de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on lira un message du président à l'Assemblée devant les députés. Ça sera lu par Richard Ferrand à l'Assemblée, par Gérard Larcher au Sénat. Bon, c'est le minimum. Il y en a eu 18 sous la Ve République. La dernière fois, c'était 2022 Chirac. Bon, voilà. Et plus important, probablement, c'est indépendamment de ce qu'il peut y avoir, c'est mardi, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement le gouvernement qui s'exprimera, et là, il y aura un débat. Alors, on n'ira pas jusqu'au vote, mais il y aura au moins un débat à l'Assemblée, ce qui fera qu'un certain nombre de personnes qui sont représentées à l'Assemblée pourront s'exprimer et nous dire vraiment quelles sont les solutions qu'ils proposent de manière à sortir de l'impasse ou à aider les Ukrainiens. Laurent, une question sur la présidentielle. Question simple et réponse simple et cash de nos téléspectateurs. Faut-il reporter l'élection présidentielle? Ça a le mérite d'être clair. 20, non, 80%. Oui, voilà. alors effectivement, de toute façon, ça a été une question, ça a été envisagé? Non, enfin, par des journalistes, oui, par un certain nombre de politiques, oui, mais pas sérieusement, non. Simplement, on peut se dire quand même que ça va complètement impacter, comme on dit, la campagne électorale. C'est-à-dire, vous imaginez difficilement avoir un chef de l'État qui, la semaine prochaine, fait un meeting à Marseille avec des gens qui font ouh, avec de la musique dans la salle et avec une espèce de forme de ferveur, voilà. Pendant ce temps-là, en ayant des images de gens sous les bombes, on peut difficilement imaginer des face-à-face à la télé où tout d'un coup le chef de l'État soit obligé de parler, de sortir pour téléphoner à Olaf Scholz ou à Joe Biden. Donc on peut penser que
on risque d'avoir une forme de gel ou de pause ou de parenthèse dans la campagne électorale et qu'on peut éventuellement ne pas avoir de campagne du tout, sauf sur peut-être d'autres sujets qui sont plus importants, éventuellement dans la hiérarchie, mais qui peut-être n'intéresseront pas suffisamment les Français. Bernard-Henri Lévy, Nathalie Saint-Cric a dit oui, il va y avoir un prix à payer à cette guerre. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux, que les Européens sont prêts à payer ce prix ? Je ne sais pas, mais je sais en tout cas que les Occidentaux se sont mis dans un système où ils payent en effet un prix terrible. C'est-à-dire que, à force d'accueillir les oligarques russes à Londres, à force de se mettre sous le chantage du gaz russe, je vous rappelle quand même cette chose hallucinante, un pays comme l'Allemagne est dépendant à quasiment 100% du gaz russe. À force d'avoir... Ils ont suspendu Nord Stream 2, hein. Oui, ça a été la grande annonce d'hier de Lafschult. Oui, après avoir décidé de fermer le gazoduc qui traversait l'Ukraine, après avoir construit Gulf Stream 1 et ensuite le 2. Donc le vrai sujet, c'est ça, c'est que nous payons aujourd'hui un prix énorme et les Ukrainiens payent un prix, eux, vital, parce que nous avons accepté depuis 20 ans le chantage permanent de Vladimir Poutine. Valérie Pécresse était très très bien tout à l'heure. Il y a juste un mot. Elle disait Vladimir Poutine est engagé dans une dérive autoritaire. C'est pas une dérive. C'est comme ça depuis le premier jour, depuis la première guerre de Tchétchénie, depuis les premières interdictions de manifestations. Pour vous, c'est un dictateur. Mais c'est un dictateur depuis le premier jour. Vous êtes d'accord, Pierre Servan ? Bien sûr. Oui. Oui. Alors, comment dirais-je ? Il y a plusieurs Poutines. Il y a ce fond que vous décrivez. Et puis, les connaisseurs vraiment de l'histoire russe contemporaine et de Poutine montrent qu'il y a une radicalisation, notamment idéologique. Un trait de cette radicalisation, en Syrie, Poutine fait bénir par des POP les avions de combat russes. Fait bénir par des POP, et on s'aperçoit qu'il est dans une phase... La guerre de Tchétchénie, c'était déjà assez radical. La première guerre de Tchétchénie, Grozny rasé, il était déjà bien radical. Et on voit effectivement qu'au combat, les armées russes, en Tchétchénie, en Syrie, les crimes de guerre, vous en avez régulièrement. C'est-à-dire que c'est frapper une école qui est à côté d'un objectif ou des centres médicaux, ça ne pose aucun problème. Mais il y a une dérive du personnage, c'est ce que j'ai appelé ce côté messianique dans lequel il s'est mis, en se nourrissant. Il y a certains idéologues, vous avez un très bon livre d'Etchaninov sur Dans la tête de Vladimir Poutine, qui montre très bien comment ce personnage a évolué dans cette idéologie-là. Et aujourd'hui, on a parlé longtemps de démocrature. Démocratie-dictature, il n'y a plus de démocratie, on est dans la dictature complète. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, par exemple, vous parlez de crimes de guerre, et en effet, depuis 20 ans, et là... Il est associé à Bachar el-Assad, qui est le plus grand criminel de guerre de la période. Et aujourd'hui, en Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas manière, il faudrait peut-être interroger des juristes internationaux, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'amener Poutine devant des cours pénales internationales, documenter les crimes de guerre. Si vraiment il y a crimes de guerre, ce que beaucoup de gens disent, et les meilleurs observateurs s'accordent sur ce point, des crimes de guerre, ça s'instruit et ça se punit. Pas aujourd'hui, un jour, s'il finit par quitter le pouvoir. Mais la parole à Nicole Bachar. On voit à quel point les Occidentaux restent frileux, puisque Joe Biden, dans son discours ce soir, a dit qu'on pourrait aller jusqu'à sanctionner personnellement Vladimir Poutine sur ses propriétés, sur ses biens financiers, etc. Je ne vois pas ce qui peut l'en empêcher. Qu'est-ce qu'on attend de plus comme démonstration de la criminalité réellement de Vladimir Poutine, comme si on attendait que ça s'escalade et qu'on garde un petit peu des munitions. Comment vous l'expliquez, je crois qu'il y a l'idée qu'il faut qu'on puisse accroître les sanctions selon les événements. Les grader, qu'elles soient progressives. Voilà, pour aboutir toujours à la même chose, on n'en verra pas, on ne se battra pas pour l'Ukraine. Disait Pierre à l'instant, c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait à aucun moment une dérive des méthodes de Vladimir Poutine. Son entraînement, c'est la guerre de Tchétchénie. Rasé Grozny, il a tué 10% de la population. Ce qui s'est passé en Syrie, les méthodes de Wagner au Mali, en Géorgie. Donc sa méthode, c'est de massacrer les populations.
Et effectivement, ça fonctionne. Plus personne ne bouge, ou à peine. Mais il ne se prend pas, effectivement, pour Lénine ou Staline. Il a d'ailleurs attaqué très durement Lénine dans son rôle, dans ce qu'il appelle la création de l'Ukraine. Il se prend pour Pierre le Grand. Et il inscrit sa place dans l'histoire comme une sorte de tsar. Tsar, non, pardonnez-moi, Nathalie, à l'instant, vous dites, Jean-Yves Le Drian a employé le terme de dictateur également. Il l'a employé carrément. Il y a un changement sématique au niveau du gouvernement. On n'est plus dans le vocabulaire diplomatique avec tous les pincettes que l'on peut prendre ou les expressions approximatives. Là, il a effectivement le qualifié de dictateur. Et par ailleurs, juste pour vous dire, parce que c'est l'actualité, c'est qu'Emmanuel Macron, arrivant au Conseil européen, a appelé Vladimir Poutine, après avoir eu Zelensky et avec l'accord de Zelensky, pour lui demander, pour exiger le retrait immédiat et l'arrêt immédiat de l'invasion. Alors c'est peut-être de l'agitation. En tout cas, je voulais juste faire ce point sur l'utilisation des termes. Emmanuel Macron qui est à Bruxelles. À Bruxelles, on retrouve tout de suite Julien Gasparuto. Vous êtes à l'intérieur du Conseil européen de Bruxelles. La réunion des 27 a commencé. Elle a lieu en ce moment même. Le sujet de ce soir, c'est de savoir quelles vont être les sanctions prises. Que vont décider les Européens? Julien. Oui, effectivement, les dirigeants européens sont toujours en discussion, mais ils se sont déjà mis d'accord sur les sanctions à adopter, des sanctions qui seront ciblées sur 3 secteurs en particulier, l'énergie, les transports et la finance. L'objectif, c'est de déstabiliser l'économie russe, à la fois en stoppant les relations commerciales et puis aussi en bloquant les accès aux marchés financiers européens pour les Russes. L'Europe va également cibler des individus avec gel des avoirs et puis suspension des visas. Et puis ce soir, les dirigeants européens ont également décidé d'alourdir les sanctions économiques contre la Biélorussie, pays par lequel transite une partie de l'armée russe. Les Européens assurent ce soir que ces sanctions auront des conséquences massives et sérieuse. Cet après-midi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle affirmait que ces sanctions pourraient provoquer une fuite des capitaux en Russie, qu'elles pourraient également saper l'industrie du pays. Alors dans le même temps, les 27 savent que ces sanctions pourront également affecter l'économie européenne. Mais ce soir, autour de la table, il y a unanimité pour dire qu'il n'y avait pas d'autre choix. Merci à vous, Julien, en direct de Bruxelles. Et on reviendra vous voir s'il y a du nouveau au niveau des sanctions et si on sait ce que vont décider les 27 dans les prochaines minutes. Il est 22h18. Vous êtes en direct dans cette émission spéciale sur France 2 avec toutes les équipes de France Télévisions qui sont mobilisées pour vous faire vivre ce qui est un tournant, comme a dit Emmanuel Macron, un tournant pour la sécurité et pour la paix en Europe. Depuis ce matin, Vladimir Poutine a lancé une offensive en Ukraine, partout en Ukraine et pas seulement à Kiev et pas seulement. Il y a déjà des victimes, il y a déjà des morts, il y a des blessés et puis il y a cet exode de tous ces milliers d'Ukrainiens qu'on a vu fuir le pays. C'est pour cela que nous sommes en direct ce soir. On va continuer à faire réagir avec nos nouveaux invités. Je voudrais remercier Bernard-Henri Lévy d'avoir été là ce soir. Merci également à Nicole Bacharan et à Pierre Servant. On accueille des nouveaux invités. Vous restez avec nous et en attendant, vous écoutez les mots choisis par Vladimir Poutine cette nuit avant de lancer son offensive. Écoutez. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Quiconque essaierait de nous arrêter et de créer davantage de menaces pour notre pays, pour notre peuple, devrait savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences telles que vous n'en avez jamais affrontées dans votre histoire.